Après vous avoir souhaité bonne, sainte, heureuse, prospère année, je vous donne la suite d'un cours qui a déjà eu 3 séries de leçons. Et pour vous aider à vous repérer, je résume ce que nous avons dit. La franc-maçonnerie, qui est une institution du Moyen-Âge, technique, et qui a dû, à la gloire des cathédrales romanes et gothiques, son énorme prestige et influence en Occident, de par son orgueil et ses privilèges, a glissé vers l'hétérodoxie, de l'hétérodoxie à l'hérésie, tout en restant longtemps chrétienne. Mais ensuite, perdant ses qualités techniques et devenant de plus en plus politique, en 1717, un coup de pouce en a fait une institution non seulement anti-chrétienne, mais hostile à toutes les religions révélées et hostile à tous les régimes qui reconnaissaient Dieu comme seule origine du pouvoir humain. Pour comprendre la Révolution française, il faut se rappeler cela. Car la maçonnerie a préparé la chute de la monarchie, beaucoup moins parce qu'elle était monarchie que parce qu'au sacre, le roi promettait de défendre l'Église et de s'occuper, parmi ses autres devoirs, du bien spirituel de ses sujets. C'était donc ce caractère religieux, catholique, cette obéissance au roi devant le Dieu tout-puissant qui était le seul roi de France, lui n'étant que le missionnaire, c'était cela qu'offensait la maçon, qu'offensaient les nobles impies, qu'offensaient les financiers uniquement préoccupés d'exploiter la terre. C'était cela qui a réuni en 1787-89 cette horde de financiers, d'intrigants qui ont déchaîné non pas le peuple, car au fond le peuple français n'a pas fait la révolution, mais des bandes de pillards, il y en a toujours dans tous les pays, venant en général du dehors, qui ont commencé par répandre la terreur et qui l'ont maintenue même contre les maçons. Vous voyez donc quel est le côté négatif de la maçonnerie. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, qu'elle a un côté positif. Puisqu'elle veut détruire le catholicisme et les autres religions révélées, il faut qu'elle soit une religion elle aussi. Par conséquent, elle a les 3 caractéristiques essentielles que nous allons voir s'accentuer au XIXe siècle. Elle a une liturgie qui est essentielle à toute religion, et sa liturgie est plus ou moins copiée sur les rituels catholiques, en y ajoutant du farfelu plus ou moins pris à l'Égypte ou à des religions orientales. Deuxièmement, il y a une morale qui n'est pas la morale chrétienne. De temps en temps, un hôpital aux Indes ou bien une maison de santé à la France. C'est donc rituel. Ensuite, morale, mais la règle morale essentielle est de travailler pour la maçonnerie, d'être un bon maçon et de procurer des places à quelque prix que ce soit aux maçons. C'est là. Et troisièmement, il y a une foi. Et contrairement à la foi des religions révélées, du catholicisme en particulier, qui ne peut pas changer, puisqu'elle est une émanation de la volonté divine, ainsi que le Christ nous l'a dit, et ainsi que nous devons nous le rappeler spécialement aujourd'hui, où sous des prétextes pseudo-scientifiques, on essaie de nous dire qu'il faut changer la forme, et au fond, on touche au fond. Donc, notre foi, un évangile où le Christ l'a dit, elle ne peut pas changer. Celle de la maçonnerie, étant humaine, peut et doit changer. Et alors les maçons se sont arrangés dans leur rituel qui est très adroit pour avoir des formules que l'on puisse interpréter de différentes façons. Des formules qui puissent apparaître aux uns comme
l'apothéose du rationalisme, aux autres comme une orientation vers le mysticisme. Pour vous donner une idée de la largeur des interprétations, je vous présenterai les deux qui, juste avant la Révolution, étaient les plus à la mode. Dans un livre très curieux qu'il a écrit, un des maçons les plus sincères et les plus ivrognes, qui s'appelait Thomas Paine, a défini ce qu'était la foi des maçons à son époque. Les maçons scientifiques, entre guillemets. Ces hommes croyaient qu'il n'y avait pas de divinité personnelle, mais qu'il existait une force divine, plus ou moins mystérieusement intelligente, dont Newton avait trouvé la révélation dans l'attraction universelle. Et que cette force peut être intelligente, en tout cas formidable, qui réglait et maintenait le cours des étoiles, était la seule divinité qu'il fallait reconnaître et à laquelle il fallait non pas donner un culte, parce qu'elle est trop grande, trop haute, trop puissante, trop parfaite, trop souveraine pour que ça puisse lui apporter, mais à laquelle il convenait de conformer ses actions, c'est-à-dire une sorte de matérialisme mystique qui voyait dans la nature une force matérielle et peut-être spirituelle à la façon maçonnique, c'est-à-dire sans amour de Dieu, et peut-être spirituelle qui menait le monde. Ça, c'était l'une des deux hypothèses des maçons, et surtout anglo-saxons, mais aussi en France. Il y en avait une autre, qui était celle d'un homme que vous avez dû entendre parler, et qui, par la suite, est devenu un défenseur de l'Église, mais qui, en 1782, était très loin de l'être. Cet homme s'appelait le comte Xavier de Maistre. Il était à ce moment-là un des hauts parlementaires à Chambéry, dans le royaume de Savoie. Et en 1782, il avait envoyé au duc de Brunswick un mémoire, justement sur l'idée maçonnique. Ce mémoire est bien écrit, comme tout ce qu'il a fait, et ce mémoire vous montre quel est ce que pensait l'autre aile des maçons, ce que nous pourrons appeler l'aile mystique et parachrétienne. Il lutte contre l'idée de faire remonter la franc-maçonnerie à l'Égypte. C'est ridicule. C'était l'idée de Cagliostro. Et il disait, attachons-nous à l'Évangile et laissons là les folies de Memphis. Revenons au siècle de la loi sainte. Prouvons que nous sommes chrétiens. Allons même plus loin. Et écoutez ceci, messieurs. La vraie religion a bien plus de 18 siècles. Elle naquit le jour que naquirent les jours. Remontons à l'origine des choses et montrons par une filiation certaine que notre système est le dépôt primitif laissé dans les âmes par le Seigneur et renouvelé par le grand réparateur, entre guillemets. Le grand réparateur, c'est le Christ. Voilà donc la façon dont un maçon, qui était un chrétien catholique pratiquant, essayait de concilier une conception maçonnique et une conception catholique. Il voulait rester catholique, mais il considérait la maçonnerie comme la forme supérieure de la religion éternelle, établie par Dieu à la création du monde et rénovée par le Christ. Et il disait encore ceci. Le but de la franc-maçonnerie est la réunion des différentes sectes chrétiennes. Remarquez le mot secte. Il avait été assez décatholicisé pour mettre sur le même pied catholicisme, protestantisme et toutes les plaisanteries qui en sont sorties. Et il terminait ainsi cette partie-là. À quoi nous sert de posséder une religion divine, puisque nous avons déchiré la race sans couture et que les adorateurs du Christ, divisés par l'interprétation de la loi sainte, se sont portés à des excès qui feraient rougir l'Asie.
Donc, il voulait une religion épurée, en dehors de la théologie qu'il honnissait, et pour son 3e grade maçonnique, il voulait que l'on étudiât le christianisme essentiel, la Bible interprétée comme un livre symbolique et allégorique. Voilà donc quelle était l'orientation de toutes les mystiques de la maçonnerie, et en particulier d'une secte qui s'appelait les élus Cohen. Naturellement, israélite, vous verrez, la maçonnerie a toujours été manœuvrée par les juifs. Donc, il y avait ces deux idées-là. Arrive la Révolution. La Révolution vide les loges et en fait des cadres qui subsistent. On se réunissait quelquefois, mais rarement, parce que tous les membres jeunes, actifs, ambitieux ont fait partie d'abord de la Société des 30, vous vous rappelez, qui a subventionné, organisé, manipulé les élections aux États généraux. Ensuite, du Club breton, qui a manipulé, dominé les débuts de l'Assemblée nationale. Et ensuite des Jacobins, qui ont poussé la Révolution jusqu'à ses extrêmes et qui sont arrivés à ce à quoi ils sont arrivés. Donc, les éléments vivants des loges étaient partis, mais les loges existaient encore et on n'avait passé aucune loi qui empêcha de respecter la maçonnerie ou de l'aider. La maçonnerie, la grande idée de la maçonnerie, car elle a été lancée par des frères maçons et les plus purs, un homme aussi pur que M. Talleyrand, avec d'autres. Donc, la grande idée de la maçonnerie avait été la constitution civile du clergé, laquelle avait l'avantage de réduire l'Église à un simple cadre de professeur de morale sous la tutelle de l'État, lequel était lui-même maçon. C'était donc quelque chose comme ce qui était arrivé en Angleterre et quelque chose qui convenait très bien aux chefs maçons. Les loges étaient donc plus ou moins engourdies et le résultat heureux semblait atteint. Seulement, voilà-t-il pas qu'au milieu de tout ça tombe un pavé. En effet, Philippe Égalité, le duc d'Orléans, publie dans le journal de Paris du 22 février 1793 la lettre suivante. Il faut vous dire que Philippe Égalité était un lâche, très dissolu, d'une sensualité que pour toutes sortes de raisons, et par respect pour vous-même, je ne peux pas vous expliquer même. Comme je vous ai dit également, il avait essayé de flirter avec le démon, mais enfin, il avait promis à ses fils, à la fin de 92, de ne pas voter la mort du roi. Seulement, le jour du vote final, 2 frères maçons sont venus le prendre chez lui, l'ont encadré et l'ont fait voter la mort du roi, son cousin. À partir de ce jour-là, dit Louis-Philippe dans ses mémoires de jeunesse, il était un autre homme entièrement écroulé. Donc, Philippe Égalité publie dans le journal de Paris du 22 février 1993 ceci. Au mois de septembre dernier, 92, le secrétaire du Grand Orient s'étant adressé à la personne qui remplissait auprès de moi les fonctions de secrétaire du Grand Maître pour me faire parvenir une demande relative aux travaux de cette société, je répondis à celui-ci à la date du 5 janvier 1793. Comme je ne connais pas la manière dont le Grand Orient se compose, et que d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère, ni aucune assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement, je ne veux plus me mêler de rien en rien du Grand Orient ni des assemblées des francs-maçons. Signé, citoyen Égalité. Donc, Philippe Égalité fermait la porte. Pourquoi ? Pourquoi s'en allait-il en claquant la porte
par une déclaration officielle. Et voilà les trois principales raisons. La première, c'est qu'il n'avait plus d'argent et que maintenir une institution comme la maçonnerie, ça coûte cher. La deuxième, c'est qu'il avait peur. Depuis qu'il avait voté la mort de son cousin, quelque chose en lui faisait horreur et peur, et il sentait également la peur planer sur lui. Et enfin, il se rendait bien compte que, comme il était intelligent, l'institution maçonnique était dépassée par les enfants de la maçonnerie, c'est-à-dire les clubs, qui sans doute allaient se retourner contre elle, et il essayait de se sauver. Le calcul était faux, car au contraire, cela fut sans doute ce qui amena sa mort. Et voici pourquoi. Cette lettre fut très mal jugée par les maçons. Le 13 mai 1993, une assemblée maçonnique fut convoquée et le président déclare à Philippe Égalité déchu de la grande maîtrise. On brisa son épée, qui était une dégradation maçonnique symbolique. Et ensuite, on prit contre lui des mesures qui devaient aboutir, le 6 novembre 1793, à lui faire couper la tête. Et avant de mourir, il dit « La condamnation vient de plus haut et de plus loin ». Le 13 mai 1993, la chambre d'administration, qui était, si vous voulez, le ministère de l'Intérieur du Grand Orient, décidait d'entrer en sommeil. Il envoyait à toutes les loges une circulaire les priant de confier à des maçons zélés les rites, les documents, les connaissances dont ils étaient dépositaires, de ne pas abandonner les archives. Donc, de 1793 à 1795, apparemment, la vie maçonnique est engourdie. La maçonnerie dort et reste dans un prudent sommeil. Ce sommeil vient de ce que les loges étaient vides, mais il vient aussi de ce que les résultats obtenus par la Révolution avaient entièrement dépassé les prévisions maçonniques. Si vous lisez par exemple les lettres de grands maçons comme Lafayette, en 1788, Lafayette écrivait à Washington, un grand maçon, « Nous allons avoir un changement complet de gouvernement, mais comme le peuple français est un peuple philosophe et civilisé, cela se fera le mieux du monde sans aucun trouble. » Alors, ça ne s'était pas fait le mieux du monde. Il y avait eu du trouble, il y avait eu des têtes coupées, il y en avait encore. Par conséquent, la maçonnerie préférait ne pas engager sa responsabilité trop forte. Et ensuite, beaucoup de ses frères étaient en train d'être décapités. Là, il faut une petite explication. Dans la maçonnerie, messieurs, et vous le verrez avec tristesse, c'est pour ça qu'il faut avoir une vocation solide, quoi qu'on fasse, dans la maçonnerie comme dans les corps, il y avait des rivalités. Et si vous voulez comprendre les événements de l'année 93, il faut bien vous dire que la maçonnerie étant en sommeil, les frères des deux grandes obédiences continuaient à se dévorer. Danton et les gens qui avaient fait le 10 août étaient en général des gens du Grand Orient. Robespierre et ceux qui tenaient les Jacobins étaient en général des gens de la Grande Loge, c'est-à-dire d'une maçonnerie beaucoup moins pratique, beaucoup plus virulente, beaucoup plus ardente. Et ils trouvaient un grand plaisir à décapiter les gens du Grand Orient, comme on a un grand plaisir à donner un bon petit croc-en-jambe à un camarade qui vous a enquiquiné. Donc, il y avait à l'intérieur de la maçonnerie cette lutte qui explique, pas complètement, naturellement, pas complètement, mais qui explique dans une certaine mesure les événements de l'année 1793. Puis, grâce à une contre-attaque des maçons du Grand Orient et des gangsters, car il faut bien dire que les gangsters ont été très utiles dans la vie, c'est quelquefois très utile. Les gangsters comme M.
comme tous ces gens qui étaient les thermidoriens, qui étaient la plupart des gangsters, Fouché en particulier. Ces gens-là, ayant eu tellement peur de Robespierre, l'ont décapité. Et alors, nous voyons reparaître dans la politique tous les anciens éléments du Grand Orient. Et cela est le début de la grande renaissance maçonnique qui va pouvoir se faire avec un éclat magnifique, parce qu'ils ont détruit leurs ennemis. Ils ont à peu près détruit la France, où il n'y a plus ni commerce, ni industrie, où il n'y a presque plus d'agriculture, puisqu'on ne peut pas ravitailler les villes, et où toute la jeunesse est en train de se faire massacrer pour envahir et piller les peuples d'alentour, glorieusement, naturellement, entre guillemets. Donc, c'est la table rase. Et alors, à ce moment-là, un noyau de maçons commence à ressusciter la maçonnerie. Elle la ressuscite, messieurs, d'une façon qui est extrêmement intéressante à tout point de vue. Il y avait parmi les fonctionnaires sérieux, convaincus, pas très brillants, mais très assidus au Grand Orient, un monsieur qui était d'une famille de graveurs de médailles très connus, des gens qui s'appelaient Rouetier de Montalot. Ce n'étaient pas des nobles, c'était ces gens du XVIIIe siècle qui prenaient des particules parce que ça leur faisait plaisir. Et maintenant, ils sont nobles, naturellement. Ils montent aux croisades. Donc, celui-là avait été l'un des principaux membres de la chambre d'administration. Et c'est un homme intelligent, très maçon, il a ressuscité la maçonnerie. Quand il a su que les lois permettaient de le faire. Ainsi, une petite aube maçonnique se réunit, apparaît. Rouetier de Montalot réunit autour de lui quelques personnes pas trop importantes. Des gens que vous ne connaissez pas, comme un certain Dubois de Saint-Léonard, et des anciens vénérables de loge qui n'avaient été ni décapités ni compromis. On les croit nobles, Et alors, le 7 juin 1995 a lieu la première assemblée maçonnique, et on veut donner à Rouetier de Montalot la grande maîtrise. Il refuse, notez bien. Il n'accepte que le titre de grand vénérable. Et comme une loi apparue et une approbation qui rendait la possibilité de créer des loges, à partir du 17 juin 1996, la première loge est constituée. Elle s'appelle les Amis Sincères. Et elle siège à Genève, qui était une ville de France à ce moment-là. Donc, encore à cette époque-là, il y avait parmi les fonctionnaires des gens qui se méfiaient. Par conséquent, le représentant Mallarmé venait de fermer les loges de Toulouse, qui existaient encore. Mais, tout de même, sous l'impulsion de Rouetier de Montalot, qui était prudent, qui ne portait pas ombrage au directeur et qui agissait avec beaucoup d'adresse, déjà à la Saint-Jean d'été en 98, 18 loges avaient repris, 3 à Paris, 2 à Perpignan, 7 à Rouen, 4 au Havre, etc. Ce ne fut qu'au début de 97 que Rouetier obtint l'autorisation officielle pour le Grand Orient de reprendre une vie officielle. Il l'annonça aux loges le 24 février 1997. La Grande Loge agonisait et le Grand Orient eut donc le plaisir d'absorber la Grande Loge qu'on avait décapitée en décapitant Robespierre. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas la renaissance de la maçonnerie. Ceci est la renaissance de l'institution maçonnique. Car il ne faut pas confondre une institution avec sa réalité. Rouetier rétablissait le noyau social, mais Rouetier ne rétablissait pas la vie maçonnique. La vie maçonnique existait et a pris un essor énorme à cette époque-là, non pas grâce à Rouetier,
et grâce à une vieille sorcière qui s'appelait Madame Helvétius. Je vais vous expliquer l'histoire de Madame Helvétius. Madame Helvétius avait été extrêmement jolie à 16 ans. Une des plus jolies femmes de France. Elle appartenait à une famille extrêmement chic, pas tout à fait gratin suprême, mais gratin sous-suprême. Lignyville, c'est-à-dire qu'elle était des petits chevaux de Lorraine. En Lorraine, il y avait 10 familles qui étaient les grands chevaux, qui étaient pchit, puis il y avait les petits chevaux qui étaient pchit. Eh bien, elle était des petits chevaux, mais extrêmement jolie. Et elle avait donc épousé, sans un sou, grâce à une de ses tantes écrivain, l'un des hommes les plus riches de France, le fils du médecin Helvétius, qui était banquier et qui était encyclopédiste, et le ménage devint non seulement un ménage, mais également une loge. Dans sa maison de Passy, cette brave dame battait le maillet, accueillait les francs-maçons, les stimulait, et c'est elle en particulier qui a aidé le plus Franklin dans son travail en France. Elle l'a tellement aidé qu'elle a manqué l'épouser. Ouais, elle avait 78 ans, alors. Ils ont hésité. Mais enfin, elle avait de la vitalité. Et dans sa maison de Passy, qui avait été respectée, elle recevait. D'abord, elle avait une trentaine de chats et une vingtaine de chiens. Et alors, elle avait beau avoir un très beau mobilier et des amis maçons très propres, il y avait toujours du caca partout, du pipi partout, et il fallait être un maçon convaincu pour y venir régulièrement. Ceci dit, elle avait du sang. Elle avait du sang, mais elle avait du bon sens, parce que comme elle n'était pas jeune et pas bien portante, elle avait adopté un jeune médecin qui était extrêmement connu et qui s'appelait M. Cabanis. Cabanis a été l'une des grandes figures de cette époque-là et l'un des principaux responsables de la résurrection maçonnique. Il s'appelait Pierre-Jean-Georges Cabanis. Il était né en 1757 en Corrèze. Son père était un avocat assez fameux et agronome, et lui était une intelligence supérieure, avec un corps malsain. Il alla d'abord au collège de Brive, dont il se fit renvoyer parce qu'il était aussi insupportable qu'il était intelligent. Son père l'envoya à Paris, où il étudia à sa guise, et apprit des tas de choses en 1770, 12, 13. Puis en 73, il alla voyager en Pologne, en Allemagne, pendant 2 ans. Et en 75, il rentre. Comme il avait un esprit général, il s'est mis à faire de la poésie. Il a traduit une partie de l'Iliade avec beaucoup de succès. Mais son père lui a dit, arrête, pas ça, il faut être médecin. Et comme tout de même, en vieillissant et devenant obéissant, il y a des gens comme ça, il a obéi. Et il a fait de la médecine et il a fait des sciences. Il n'aimait pas pratiquer, mais il aimait réfléchir, car c'était vraiment un homme très intelligent. Il était un maçon très actif, mais un révolutionnaire très violent. En 1789, il avait publié un recueil, un essai qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait « Observations sur les hôpitaux de Paris ». Aussi était-il considéré comme le grand technicien en hygiène, en sciences physiques et naturelles. Et avec Madame Helvétius, il avait donc maintenu à Passy une loge dont le membre le plus influent, qui était un homme beaucoup plus actif et mieux portant que lui, qui a joué le rôle central dans la maçonnerie, dans la vraie maçonnerie, dans la vie de la maçonnerie, pas dans la structure, mais dans la vie de la maçonnerie, s'appelait Pierre-François Daunou. C'était un homme très sérieux qui a une rue dans un quartier pas sérieux. C'est ça. Daunou, messieurs, était un prêtre. Il était né d'une famille distinguée de bourgeoisie en 1761 à Boulogne-sur-Mer, où son père était chirurgien de la marine. Il avait étudié d'abord, et avec succès chez les oratoriens, qui étaient, vous savez, les chrétiens farfelus. Il avait été professeur, il était devenu oratorien en 1777,
Et il avait enseigné avec beaucoup d'éclat dans les collèges d'oratoriens de 1780 à 87, à Troyes, à Soissons, à Paris, etc. Il avait publié également des essais, Fondements et base de l'autorité des pontifes. Il avait eu un accessit à l'Académie de Berlin et il avait collaboré aux journaux philosophiques que l'on dirait de gauche, c'est-à-dire assez antimonarchiques, comme l'Esprit des journaux et Journal encyclopédique. Dès 1788, lui qui était un maçon, oratorien et maçon, il y en a eu beaucoup, l'oratoire était tout à fait infecté de maçonnerie. Il devient l'un des révolutionnaires les plus ardents. Il participe à toutes les manifestations et quand ses supérieurs, un peu inquiets, veulent lui donner un évêché pour le calmer, il refuse. Il se fait élire dans le Pas-de-Calais et il appartient au parti girondin, qui était celui du Grand Orient. Pourtant, quand on dit du mal de quelqu'un, il faut dire du bien. Cet homme qui était devenu un mauvais prêtre, cet homme qui jouait un rôle infâme avec Talleyrand, c'est lui l'un des principaux responsables de la constitution civile du clergé, du vol de tous les biens du clergé. Donc cet homme qui a joué un rôle malpropre a eu un moment d'honnêteté et d'humanité. Avec un groupe actif de Girondins, il a voulu sauver Louis XVI. Il considérait comme monstrueuse la mise à mort du roi. Il a écrit Considération sur le procès de Louis XVI. Sa thèse, qui était juste et juridique, était que l'Assemblée n'avait pas le droit et pas les pouvoirs pour juger le roi, qui n'était pas. Voyez-vous, voilà, nous avons là quelque chose de très émouvant et qui vous explique du reste la mort du roi. C'est que le caractère de bonté, d'honnêteté et aussi le caractère spirituel de la monarchie française faisait reculer beaucoup de gens qui par ailleurs n'étaient pas les amis de la monarchie, mais qui gardaient une sorte de culte religieux pour cette monarchie, qui était la seule en Europe à avoir ce caractère. Lafayette était ainsi, même Madame de Staël était ainsi, même ce vieil imbécile de Necker était ainsi, et Daunou était ainsi. On peut dire qu'il a risqué sa vie pour essayer de sauver Louis XVI, on ne peut pas l'oublier. Ceci dit, le roi étant mort, il s'est jeté à corps perdu dans la politique. Et naturellement, comme il était du Grand Orient, au bout de quelque temps, il a été mis dans ce que j'appelle une tôle, quand je la connais. Il a donc été mis en tôle d'octobre 93 à novembre 94. Mais son cher frère Robespierre ayant été proprement décapité, il en est sorti. Et alors, de 1794 à 1801, Daunou va être l'esprit moteur de la Renaissance maçonnique et l'organisateur de l'anticléricalisme en France. Car, messieurs, si la religion a des ennemis, elle n'a jamais aucun ennemi plus dangereux que le mauvais prêtre. Le mauvais prêtre, vous les rencontrez, ils sont très faciles à reconnaître, qu'ils soient mariés, qu'ils aient 8 enfants, qu'ils aient 2 maîtresses, c'est toujours pareil. Ils sont plus cléricaux qu'ils n'ont jamais été. Ils portent une chasuble sur eux tout le temps. Et en même temps, ils ont à l'égard de Dieu une haine vivace et constante. Eh bien, ce fut le cas de Daunou. C'était un homme grave, un homme bon, un homme bénisseur, un homme bienveillant, qui faisait massacrer les gens, mais qui en même temps ne signait jamais une condamnation à mort. Vous comprenez? Et qui, dans ses paroles, s'animait de l'esprit de bienveillance et de philanthropie. Voyons maintenant l'œuvre de Daunou, qui fut, si je peux vous le dire, le créateur de Bonaparte. Et c'est en cela qu'il a joué dans l'histoire un rôle auquel on ne rend pas justice. Il a compris tout de suite qu'il fallait donner à la maçonnerie une réalité intellectuelle et vivante parce que le Grand Orient n'était qu'un cadre. Et comme il était président de la Convention, dès le mois d'août 1995, où il était rentré, il a fait créer l'Institut de France. L'Institut n'était pas l'Académie. L'Institut était en réalité
la renaissance de l'encyclopédie incarnée dans une dizaine de personnes qui étaient toutes maçonnes et qui représentaient toute l'aile impie de la maçonnerie. C'est-à-dire qu'avec la création de l'Institut, Donou, en créant une nouvelle académie officielle et en même temps maçonnique, donnait comme centre de la pensée républicaine cet institut, et comme centre de la pensée à cet institut, le travail de trouver et d'imposer à l'intelligence française un cadre qui désormais s'oppose à l'idée catholique. Voilà l'œuvre de Donou et l'œuvre qu'il a menée à bien avec une extrême adresse. Je vous résumerai d'abord sa carrière politique pour que vous voyez l'importance. Il a donc été le président de la Convention en 1995. C'est lui, l'un des rédacteurs les plus influents de la Constitution du Directoire. Il a refusé d'être directeur, il n'avait pas tout à fait... Le mauvais prêtre ne veut pas se mettre trop en vue, il veut des postes où il puisse agir, mais il ne veut pas qu'on le voit trop. Donc, il a accepté d'être le président de l'Assemblée des 500, qui était la plus importante, et il s'est consacré, pendant ce temps-là, à combattre la Renaissance royaliste. La Révolution n'avait pas été faite par le peuple français, il faut le dire, le redire et le redire, mais par l'argent et des grands nobles intrigants, l'argent anglais, l'argent prussien, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais enfin c'est vrai, et des bandes de pillards comme il y en a dans tous les pays, surtout comme la France, qui est le bout de l'Occident. Le peuple français voulait la paix, il en avait marre de la Révolution, il voulait un gouvernement stable, et l'immense majorité des Parisiens s'est donc révoltée en Vendémiaire de cette année-là pour obtenir le retour de la monarchie. C'est Donou qui était à ce moment-là au Conseil exécutif et qui a suggéré que l'on fasse revenir un petit monsieur qui avait été en exil et en prison parce qu'il était un ami de Robespierre et qui s'appelait Napoléon Bonaparte, et qui crevait de faim et qui avait des bottes percées. C'est Donou qui s'est servi de Napoléon Bonaparte pour écraser à coups de canon un mouvement populaire qui n'avait pas le droit d'exister parce qu'on ne voulait pas de monarchie. Et c'est Donou qui ensuite, l'ayant présenté à Barras, a fait la carrière militaire de Napoléon dans ces années entre 97 et 1800. Voyez donc comme Donou est un des pivots de l'histoire de France dont on ne parle jamais parce que la chose est vraie et que l'histoire officielle est faite de symboles faux. Toute l'histoire de la Révolution en France, c'est simplement une parade fausse. Bien. Donc, voilà Donou qui non seulement fait créer l'Institut, mais grâce à ce qui restait de maçon, il se fait élire par 27 départements ou 500. Il est le premier président, il est le premier président de l'Institut en 1993, et en même temps, il fait créer, pour avoir un cadre, les écoles normales. Les écoles normales étaient des écoles d'État, d'idées scientifiques qui devaient former une génération de citoyens intelligents et athées. Après avoir fait la Constitution donc de 1787, plus tard, c'est lui qui fera la Constitution du Consulat et que Napoléon enverra au tribunal. Il fera créer toute une série d'institutions scientifiques qui portent sa trace et dont voici les plus importantes, car il faut dire que cet homme était loin d'être bête, était loin de ne pas être philanthrope. Il était philanthrope, comprenez-vous, tout en étant un peu massacreur. Les deux choses vont très bien ensemble. Donc, il avait fait créer le Bureau des longitudes. Il avait fait créer, il a été un de ceux qui ont fait mettre au point le système métrique. Et surtout, il a monté l'Institut, et il a monté les écoles normales, et il a donné à ses amis maçons, car il était de la loge d'Auteuil, les places où ils pouvaient être les plus efficaces et où ils pouvaient le plus former
une doctrine qui remplaça dans la maçonnerie les doctrines anciennes. L'Institut, si vous le voulez, on l'a appelé la vivante encyclopédie. Les principaux membres étaient à ce moment-là Cabanis, qui avait la chaire de médecine, Destutt de Tracy, un noble révolutionnaire du clan orléaniste qui avait survécu, qui lui avait la chaire de logique, Daunou, et puis ensuite un certain Marie-Joseph Chénier, qui était lui simplement un gangster, un peu poète, mauvais poète, Andrieux, et puis pendant quelque temps, Benjamin Constant, qui n'a jamais tout à fait été. Également Jean-Baptiste Say, Bichat, le médecin, Lamarck, le fameux astronome, Le Parnot, Brousset, le médecin, et d'autres plus tard, il devait avoir Saint-Simon et Comte. Vous voyez donc, Daunou avait su choisir les esprits systématiques, des esprits brillants, des esprits audacieux. Ce qui était le centre intellectuel de l'Institut et de la maçonnerie d'alors, c'était l'idéologie. Tous ces gens-là faisaient partie d'un groupe qui s'appelait le groupe des idéologues. Qu'est-ce que c'était que les idéologues? L'idéologie a été très bien définie par Destutt de Tracy. Destutt de Tracy et Cabanis ont été les deux grands metteurs au point de la nouvelle doctrine qui devait remplacer les anciennes doctrines maçonniques. Voici ce que enseignait Cabanis dans les écoles normales, et voici ce qui est l'attitude des idéologues à certains points de vue. En 1796-17, Cabanis lut aux réunions de l'Institut un rapport traité sur les rapports du physique et du moral de l'homme. Pour lui, l'homme est avant tout un être sensible, c'est-à-dire que l'homme reçoit par ses sens des impulsions du dehors, et que ces impulsions du dehors, en s'intégrant en lui, forment sa personnalité sensible, et que de cette personnalité sensible se dégage ce qui viendra ensuite, les idées, et qui constituent le cerveau et l'intelligence humaine. Pour lui, ce qui définit l'homme, c'est un organisme capable de recevoir les impulsions du dehors, de les enregistrer et d'en faire des idées. Vous le voyez donc, c'est du matérialisme à base sensorielle. Cette doctrine n'est pas tellement loin de certaines de Descartes, mais elle va beaucoup plus loin encore, et c'est une forme de matérialisme scientifique qui nie, qui évoque, qui supprime, qui refuse de voir tout ce qui est spirituel et la métaphysique, et qui exclut Dieu de la création. Cabanis était un esprit subtil, et nous verrons qu'il n'est pas resté exactement dans cette ligne toute sa vie. C'était la ligne de Madame d'Helvétius. En même temps, Destutt de Tracy, qui était de l'Institut, avait une autre, complétait au point de vue logique cette doctrine. Destutt examinait les relations du moral et du physique, mais de l'angle, ce que nous appellerions aujourd'hui, vous voyez messieurs, je simplifie un peu, vous êtes jeunes et je suis vieux, et il faut que nos idées se correspondent, donc je simplifie un peu. Plus tard, quand vous serez très savant, vous verrez que j'ai un peu simplifié, mais il faudra me pardonner parce qu'il faut que vous compreniez. Donc, je fais un anachronisme en vous disant que Destutt étudiait ce problème des rapports du moral et du physique de l'angle de la psychologie expérimentale. Je m'excuse, ces deux termes-là sont de la fin du XIXe siècle et pas du début.
Mais enfin, c'est tout de même cela qu'il faisait. Destutt considérait qu'il ne fallait plus tenir compte de tout ce qui était spirituel ni moral. Il avait écrit un mémoire sur la faculté de penser, où il rejetait la métaphysique et la psychologie qui s'y rattachaient. Ce qu'il voulait faire, c'était une idéologie rationnelle, pendant que Cabanis faisait l'idéologie physiologique. Pour lui, comme pour Cabanis, les éléments qui composent notre intelligence viennent du dehors. Et ces éléments sont simplement enregistrés, mis au point, assimilés par l'intelligence humaine qui, à ce point de vue-là, représente sur Terre un chef-d'œuvre absolument unique. Destutt de Tracy avait donc établi une logique qui, au lieu d'être, comme celle de Descartes, rationnelle, était en même temps, si vous le voulez, physiologique. Dans les écoles centrales, il a étudié, donné des cours, et il a fait un plan d'instruction pour la classe ouvrière, comme membre du Conseil de l'instruction publique. Plus tard, il a été sénateur, et il a publié les éléments d'idéologie, qui sont naturellement beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches que ce que je vous dis, et où il y a certains aspects qui sont vrais, car avec beaucoup de mensonges, il y a aussi de la vérité. C'était un esprit très sérieux. Un peu plus tard, il a publié une logique. Tout cela, voyez-vous, montre un homme très systématique, intelligent, mais qui a renié toute vie spirituelle et toute vie intellectuelle. La maçonnerie, donc, avec lui, s'engage nettement dans la voie du matérialisme historique. Fini avec la théorie de M. de Maistre, fini même avec la théorie de M. Thomas Paine. Et qu'est-ce qui les remplace? Eh bien, vous allez comprendre très facilement en sachant que Donou et ses amis faisaient distribuer gratuitement dans un grand nombre de communes de France le travail, l'essai de Condorcet sur les progrès de l'esprit humain. L'idéologie reprenait donc certaines des idées les plus hardies de cette période de la Renaissance que nous avons étudiée. Pour la maçonnerie de cette époque-là, qui suivait dans leur dénégation de toute divinité et de toute religion des gens comme Sylvain Maréchal, qui n'en était pas, mais Volney, qui en était un très important, et d'autres. Donc ils suivaient cette dénégation totale de toute spiritualité, de toute divinité. Et ils la remplaçaient par le progrès de l'intelligence humaine. À la Renaissance, les Renaissants s'étaient grisés de l'idée que l'intelligence humaine, même sans la foi, pouvait mener l'homme à son but d'apothéose personnelle sur Terre. Eh bien, de nouveau, après le travail de Condorcet qui s'efforçait de montrer que l'intelligence humaine, grâce à l'imprimerie, grâce aux universités, avait pris un développement énorme et allait en prendre un autre. À partir de ce moment-là, l'idée de progrès s'installe dans la maçonnerie. L'idée de progrès, vous la voyez à la racine du marxisme, comme vous la voyez à ce moment-là de la maçonnerie. L'idée de progrès, c'est l'idée que l'homme se fait lui-même et que l'homme peut se déifier lui-même, qu'il n'a besoin que de lui-même et de son intelligence et du travail de son intelligence pour arriver à se créer un monde qui soit un monde absolument cohérent, logique, rationnel, utile, agréable et débarrassé de toute divinité, de toute contingence, de toute autre chose que l'immense succès humain. Voyez donc l'importance de l'idéologie et de ce groupe qui contenait des esprits supérieurs, parce que c'était des esprits supérieurs, comme Destutt de Tracy, comme Donou, comme Cabanis. Vous voyez cela, et il faut aussi vous rendre compte
que ces gens ne négligeaient rien pour imposer leurs notions. Dans ce désert intellectuel qu'était la période du directoire, où tout était foire d'empoigne et spéculation malpropre, ils ont lancé un journal intellectuel qui s'appelait La Décade philosophique, qui était rédigé par un certain Ginglet. Ginglet est fameux parce qu'il était ambassadeur à la cour de Turin et que sa femme y allait en pète en l'air, ce qui n'a pas été admis. Le pète en l'air, révolution, peut-être pète en l'air, pas. Bien. Donc, Ginglet a fait un grand scandale, mais alors, pour le consoler d'être refusé à Turin, on l'a nommé directeur de la Décade philosophique. C'était une revue qui défendait le point de vue des idéologies et qui s'attaquait à cette renaissance spirituelle qui se produisait en France. On avait pu décapiter le roi, on avait pu chasser et décapiter certains évêques, mais il y avait eu, messieurs, dans le fond de l'âme du peuple français, et ça lui reste, Dieu merci, un renouveau de besoins spirituels et une poignée de bons prêtres, parce que ça ne suffisait quoi, avaient réussi en 97, 18, 19, au risque de leur vie, à ranimer cela, et on sentait partout le besoin de spiritualité, les chapelles clandestines s'ouvraient, les députés n'osaient plus attaquer la religion. Il y a même une lettre très curieuse de l'un des maçons illustres de l'époque, dont la famille depuis a fait une fortune singulière, car c'est maintenant la famille la plus riche des États-Unis. Et monsieur, c'était ces gens de Wilmington, les Dupont de Nemours. M. Dupont de Nemours était un maçon d'origine protestante et tout à fait idéologue. Mais comme son ami Beaumarchais avait publié dans un journal de l'époque 2 lettres dans l'éloge de Voltaire et insultant le christianisme, il a écrit « Mon cher, vous n'êtes plus à l'heure. L'heure, c'est plus ça. Voltaire, c'est bien, mais il y a autre chose. Les gens ont besoin de religion et vous n'empêcherez pas une renaissance spirituelle. Ce qu'il faut, c'est la canaliser. » Et en effet, les maçons essayaient de canaliser la renaissance spirituelle du peuple en créant 2 cultes. Là, c'était le culte décadaire, où tous les fonctionnaires étaient obligés d'aller à une espèce de ridicule messe blabla, tous les décadis, le 10e jour. Seulement quand c'était le 10e jour, les gens n'y allaient pas, parce que les gens aimaient mieux se reposer le 7e que le 10e, même les chevaux. Par conséquent, le culte décadaire n'a pas eu un gros succès. Mais un autre maçon, qui était un angevin, et qui s'appelait la Réveillère Lépo, c'est une autre idée beaucoup plus sublime. Il a créé la théophilanthropie. Ceux d'entre vous qui savent le grec savent que ça veut dire l'amour de l'homme et de Dieu. Dieu, on ne définissait pas Dieu. Mais on s'installait dans les églises catholiques. Et on avait, comme on fait maintenant hélas dans certains endroits, des ornements de toutes les couleurs, des rides de toutes les couleurs. On avait de belles petites filles qui se maniaient l'encensoir, de jolis petits garçons qui chantaient des cantiques, des vieux messieurs qui disaient blablabla d'une façon philanthropique. On faisait des processions avec des bouquets blancs à la main. On faisait des grandes parades dans les rues drapées en bleu clair. C'était très joli. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que les gens s'en sont moqués. Et puis parce qu'au fond, il n'y avait pas de spiritualité là-dedans. Et alors, on sentait quelque chose d'autre. Ceux d'entre vous qui ont lu le très beau livre, Inégal, c'est le premier de Chateaubriand, l'essai sur les révolutions, qui apparut à cette époque-là, il était encore philosophe. Mais en lui, il y avait déjà cette flamme. C'était un simulateur sincère. Cette flamme d'amour de Dieu qui avait été réveillée par la mort de sa mère et qui vibrait dans ce livre et qui a fait de lui, tout de suite, dès ce moment-là, dès 99, quelqu'un qui était remarqué. Tellement remarqué que la Décade philosophique lui consacrait des articles insultants. Car la Décade philosophique devait veiller au maintien de l'incroyance. La Décade philosophique devait surveiller toutes les personnes et toutes les sources qui pourraient
donner une forme catholique à son nouveau spirituel. On permettait à Bernardin de Saint-Pierre de parler de l'être suprême, parce qu'il ne définissait pas. Mais c'était déjà tout de même la route de cette renaissance. Alors, il y avait des gens qui se consacraient pour essayer d'étouffer le catholicisme renaissant. Volney, dont je vous ai parlé, qui s'appelait Chasseboeuf de Volney, qui était d'Anjou, avait publié un énorme bouquin qui avait une espèce de succès, qui s'appelait Les Ruines, Volney, B-O-L-N-E-Y. Les Ruines étaient de la pataphysique encyclopédique. Je veux dire que c'était une forme de raisonnement plus ou moins poétiquement logique, c'est-à-dire ni logique ni poétique, dans lequel il essayait de contempler la fin des civilisations en étudiant celle d'Égypte qu'il connaissait mal. C'était un livre qui a eu un certain succès, mais qui était tout de même très raté. D'abord assommant. Mais enfin, Volney a eu tout de même beaucoup de succès dans la maçonnerie de l'époque. L'autre livre qui lui a fait beaucoup de mal, c'est le livre d'un certain Dupuy, D-U-P-U-I-T-S, qui s'appelait L'Esprit des religions. Dupuy avait fait une étude très superficielle, très mensongère, mais très à droite de toutes les religions connues, ou même peu connues, depuis l'Égypte jusqu'au christianisme, l'islam, l'Inde, pour montrer que toutes ces religions avaient un fond commun, que ce fond était mensonge et que tout cela était vraiment une imposture. Il en a fait une édition en 1 volume, une édition en 2 volumes, une édition en 10 volumes. La maçonnerie a fait une vingtaine d'éditions de ce livre qui, entre 1797 et 1820, a eu au moins une trentaine d'éditions. C'est vous dire à quel point les loges qui faisaient distribuer par l'État l'esprit des lois dans les campagnes, qui faisaient distribuer par l'État le précis de Condorcet, se donnaient la peine de travailler contre la renaissance spirituelle que l'on ne réussissait pas à l'empêcher. J'ai insisté, voyez-vous, sur la renaissance de la maçonnerie pour vous montrer le début de cet anticléricalisme qui ensuite a fleuri, mais qui est très différent de ce qui existait avant la Révolution. Avant la Révolution, la maçonnerie faisait dire des messes, la maçonnerie accueillait tous les ecclésiastiques, en disant qu'il y avait un petit malentendu avec Rome, mais enfin, maintenant ça va être la même chanson. Et puis, mais enfin que ce n'était pas grave, et qu'après tout on pourrait s'entendre, qu'en prenant le christianisme de très haut, c'était la même chose. À partir de 1795, c'est fini. Christianisme et toutes les autres religions révélées, ce sont les ennemis sur lesquels la maçonnerie charge directement et efficacement. Je vous en ai dit tellement, je pourrais vous en dire un peu plus, mais il est presque l'heure. Alors, je vous quitte et je vous parlerai ce soir de Bonaparte et de ses relations avec la maçonnerie entre 1795 et 1815. Si vous avez quelque chose à me demander de ça, demandez-le moi. Rappelez-vous toutefois que ce que je vous donne, c'est une étude d'histoire, un résumé. Cette étude d'histoire est axée sur les relations de la maçonnerie et du catholicisme. Ne me demandez pas de choses sur les leçons que je vous donnerai, parce qu'elles viendront. Mais pour les éclaircissements sur cette leçon-ci, ou les précédentes, je suis tout à fait votre serviteur. Vous pouvez le faire au commencement de la prochaine leçon, si vous voulez. À tout à l'heure. Oui. Il est utile que vous les connaissiez, car je vous assure qu'on est englué de bêtises. Et on l'est encore plus aujourd'hui qu'on l'était au XVIIe siècle. Et tout cela n'est pas impossible à faire. Seulement cela devient de plus en plus difficile et presque impossible quand ces mythes sont répétés et soutenus par des sociétés organisées. Surtout quand cette société a l'adresse de cette chose qu'on appelle la franc-maçonnerie et dont le visage contemporain, c'est l'Académie, l'Institut, l'Université de France. C'est pour cela, messieurs, que ces délires dont je vous parle, il est utile que vous les connaissiez, parce que certainement dans la vie, sous une forme ou sous une autre, vous aurez à lutter contre. Oui. Est-ce que vous connaissez les rapports qu'il pourrait y avoir entre ces auteurs, vous l'avez dit en particulier, avec des théories qui existaient déjà
avant Albert le Grand, et qu'Albert le Grand d'ailleurs a beaucoup soutenu. Albert le Grand prétendait que Charles Castres avait son ange, Oui. qui était saint Thomas d'ailleurs aussi, mais pour Albert le Grand c'était beaucoup plus grave parce que l'ange était comme une forme spirituelle et il n'était pas simplement chargé d'animer l'astre, mais par l'astre et par les conjonctions des astres, précisément d'agir sur les événements humains et sur les... tout ce qui pouvait sur le destin des hommes. Un déterminisme. D'ailleurs, Albert le Grand n'arrivait pas du tout à se dépatouiller, il a des contradictions invraisemblables. Mais ça se rapproche beaucoup plus de ce que Newton pensait que de Boulainvilliers. Boulainvilliers est plus matérialiste. Ce que vous dites est très près de ce que Newton enseignait. Oui. Très près. Mais Boulainvilliers était beaucoup plus matérialiste et abstrait. Pour lui, les astres n'avaient pas d'ange, c'était une entité